Bonjour et bienvenue sur Miroir SF. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous parler des Livres de la Terre fracturée, un cycle de 3 tomes vraiment fantastique et je suis loin d'être le seul à le dire, comme en témoigne le fait que ces 3 tomes ont reçu successivement de 2016 à 2018 le prestigieux prix Hugo du meilleur roman. Par ailleurs, le tome 1 a aussi reçu le prix Planète SF 2018 et le tome 3, le prix Nebula 2017. Donc vraiment, on peut dire que ces 3 tomes ont sacrément été appréciés. Alors je vais ici vous parler de l'ensemble du cycle, néanmoins, je vous rassure, il n'est pas question pour moi de vous spoiler le premier tome pour mieux vous parler des 2 autres. Non, pas du tout, c'est garanti non spoiler. Mon objectif, c'est tout simplement de vous donner envie de lire l'ensemble des 3 tomes. Imaginez une planète très sismique, tellement sismique que régulièrement des tremblements de terre et des éruptions volcaniques provoquent des changements climatiques. L'atmosphère se couvre peu à peu de nuages toxiques et la lumière du soleil parvient avec difficulté à atteindre le sol. La végétation meurt donc peu à peu et il devient vite impossible, vous l'imaginez bien, de cultiver le moindre champ ou même d'aller à la chasse. On appelle ces tristes périodes des saisons. Elles peuvent se produire une fois par siècle, parfois moins fréquemment, mais parfois plus aussi. Et leur durée varie également. Il arrive ainsi qu'elles ne durent que quelques dizaines d'années, mais parfois il arrive aussi qu'elles durent jusqu'à plusieurs centaines d'années. Les habitants ont appris à se préparer à ces saisons. Ils stockent en permanence des réserves de nourriture, et ainsi lorsqu'une saison débute, chaque communauté se replie sur elle-même, ferme les portes de ses forteresses, et espère ainsi pouvoir survivre avec les réserves qu'elle a. Car chacun sait qu'en saison, il y a des recrudescences de violence. Les pillages et les attaques se multiplient, et il arrive même que certains s'adonnent au cannibalisme. Ce monde a une autre particularité qui lui donne tout son sel. En effet, toute une partie de la population possède des pouvoirs permettant d'interagir avec les forces sismiques. On appelle ces gens des orogènes, et ils sont sacrément redoutés puisqu'ils sont capables à eux seuls de provoquer des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques. Le grand problème, c'est que ces orogènes n'ont pas de traits distinctifs apparents. Ils ressemblent en fait à n'importe quel humain et peuvent d'ailleurs naître de parents normaux. Un peu comme le gène du daltonisme, si vous voulez, l'orogénie peut sauter une génération. Il est donc fréquent qu'à la naissance d'un enfant orogène, les parents ne se rendent pas compte de la nature de leur enfant. Et ce n'est finalement qu'après plusieurs années qu'un incident survient. L'enfant se fâche, par exemple, et provoque alors sans le vouloir un séisme. Lorsque cela se produit, beaucoup de parents tuent carrément leur enfant. Ils ne font à leurs yeux que tuer un monstre qui aurait d'ailleurs pu à lui seul provoquer une nouvelle saison. Pour autant, cette société ne rejette pas complètement les orogènes, puisque certains sont enfermés dans un centre que l'on nomme le Fulcrum, où on leur apprend à maîtriser et développer leur pouvoir. Et ces orogènes-là se révèlent ensuite très utiles, puisqu'on les utilise pour contrer les risques sismiques et ainsi éviter le déclenchement d'une nouvelle saison. Vous voyez donc comme ces orogènes peuvent à la fois incarner le pire comme le meilleur. Dès le premier tome, les personnages sont confrontés au début d'une nouvelle saison, beaucoup plus forte que les précédentes, puisqu'il est probable qu'elle dure plusieurs milliers d'années minimum. C'est d'ailleurs à se demander si l'espèce humaine en réchappera. Alors, sans rien spoiler, je peux vous dire que l'intrigue de ces 3 tomes porte premièrement sur la survie ou non de l'espèce humaine, en lien avec la capacité de certains orogènes à agir sur le cours des événements. Et deuxièmement, l'intrigue porte sur l'histoire de cette planète. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Il semble qu'à une époque, ces terribles saisons n'existaient pas et que la société était bien plus développée technologiquement. Et enfin, troisièmement, l'intrigue porte sur une histoire de famille. L'un des personnages féminins cherche désespérément à retrouver sa fille qui lui a été enlevée, sa fille qui est une orogène. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que pendant ce temps-là, sa fille développe par elle-même ses pouvoirs, devenant de plus en plus puissante. Ce roman m'a vraiment ébahi, et il marquera clairement mon parcours de lecteur. N.K. Jemisin a créé un univers riche et original. Ses personnages ont une grande profondeur et une psychologie subtile. Et d'ailleurs, N.K. Jemisin a fait des études relatives à la psychologie et à l'éducation, et du coup je ne peux m'empêcher d'imaginer que cela a dû influencer son écriture. Et d'ailleurs, j'aurais aimé vous toucher quelques mots de l'histoire des personnages, mais là, clairement, cela m'aurait amené à vous dévoiler beaucoup trop de choses, donc je préfère m'en abstenir. De même, je vais éviter de vous expliquer pourquoi les livres de la Terre fracturée constituent clairement une œuvre écologiste, puisque là encore, cela m'amènerait à vous dévoiler beaucoup trop de choses, donc je vous laisse découvrir cela par vous-même. Je vous recommande donc chaudement la lecture de ces 3 tomes. Et bien qu'ils soient épais, je vous rassure, ils se lisent assez vite.
Je préfère juste vous prévenir d'une chose, c'est que vous ne pourrez pas vous contenter de lire le premier tome. À la fin, il y a clairement trop de questions laissées sans réponse, donc vous devrez nécessairement aller jusqu'à la fin des 3 tomes. Et voilà, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en bas de l'écran, ainsi que vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous dis à très vite sur Miroir SF.